Bonjour à tous, je suis Thomas du blog Mon Budget Zen, le podcast pour ceux qui souhaitent apprendre à améliorer leurs finances personnelles, que ce soit pour respirer financièrement, réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur ou encore investir. Je vous partage dans ces podcasts des méthodes et astuces de manière simple et concise, sans jargon financier. Je précise aussi que je suis indépendant de tout ce qui est banque, assurance ou autres services financiers. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de comment parler d'argent à mon enfant ou à mes enfants? Comment lui donner une bonne éducation financière? Comment résister à ses caprices? C'est-à-dire quand il veut quelque chose de marque, des vêtements de marque pour pouvoir être comme ses copains, avoir le dernier iPhone, ou comment tout simplement arriver à lui faire prendre conscience de la valeur de l'argent. Si vous avez répondu oui à une des questions précédentes, je vous invite à écouter le podcast dans sa totalité, car j'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer donc Anne Pémira, qui est une coach parentale depuis 15 ans. Elle a créé en 2016 la communauté des coachs Calmer Parenting, qui est le premier réseau de coachs parentaux formés et certifiés à sa méthode. Elle a accompagné à ce jour 3000 parents dans le coaching parental et elle intervient régulièrement dans l'entreprise pour accompagner les personnes dans leur démarche de parentalité. Et je l'ai contactée pour vraiment aborder ce sujet de l'argent avec les enfants. Donc, comment éduquer financièrement un enfant, comment lui faire prendre conscience de la valeur de l'argent, comment discuter d'argent avec son enfant. Est-ce que lui donner de l'argent de poche est une bonne méthode ou non? Combien lui donner? Toutes ces questions qu'on a pu aborder pendant l'interview, que je vous laisse découvrir tout de suite. Mais avant de démarrer l'épisode, si vous souhaitez continuer à écouter le podcast Mon Budget Zen et me soutenir, je vous invite dès maintenant à aller sur Apple Podcast et me mettre un commentaire 5 étoiles. Cela m'aiderait beaucoup pour continuer à amener des invités de plus en plus prestigieux sur toutes les thématiques liées à la gestion de budget. Vous pouvez également aller sur mon site internet monbudgetzen.com et vous inscrire au mail privé que j'envoie tous les lundis matins à 8h30 et qui vous permettront de recevoir en priorité les nouveaux articles de blog, les nouveaux épisodes de podcast, mais également des promotions sur les formations et coaching que je propose. Voilà, je vous laisse tout de suite avec le début de l'interview et de l'épisode de la semaine avec Anne Pémira. Bienvenue et bonjour Anne. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Est-ce que tu peux compléter un petit peu la présentation que j'ai fait sur toi ou peut-être nous détailler simplement pour commencer quel est le rôle ou le travail d'un coach parental? Alors tout à fait. Alors ta présentation était assez rapide mais assez complète. Je peux juste ajouter qu'avant de devenir coach parental, j'ai travaillé en entreprise. Donc moi-même j'étais parent actif en entreprise. Et maintenant je le suis toujours, mais en tant qu'indépendante. Et Ça c'était il y a 15 ans. Tu as arrêté le travail d'entreprise il y a 15 ans pour te mettre à 100% dans le projet de coaching parental. Exactement. Et donc, j'avais travaillé aussi à peu près 15 ans en entreprise auparavant chez Accenture. Okay. Et sinon, pour compléter, je suis maman de 4 enfants aussi, qui sont aujourd'hui âgés entre 20 et 8 ans. Ok. Ce qui légitime un petit peu ton rôle de coach parental. En tout cas, ça explique ma motivation pour aller sur ce terrain parce que, à titre personnel, je me suis rendu compte aussi que les enfants ne naissaient pas avec le mode d'emploi et que c'était intéressant d'avoir quelques techniques pour faire en sorte que ça se passe bien avec les enfants. Et ouais, du coup, tu pourrais nous détailler un petit peu en quoi consiste le rôle de coach parental? Oui, bien sûr. Donc le rôle de coach parental, c'est vraiment d'accompagner les parents, de les aider à prendre du recul par rapport à ce qui se passe à la maison avec leurs enfants, notamment sur les situations, bien sûr, qui se passent pas comme ils le souhaitent. C'est les aider aussi à voir que parfois, en tant que parent, on a certains réflexes, certaines réactions, mais qui sont contre-productifs et qui finalement ne font qu'un peu envenimer la situation. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les aide à bien comprendre ce qui se passe avec leurs enfants, à décrypter les comportements d'enfants, et puis à leur proposer de réagir différemment pour résoudre justement ces difficultés. Donc vraiment, l'accompagnement, c'est dans le respect de ce que souhaitent les parents, de ce qu'ils veulent mettre en place chez eux, et puis bien sûr aussi dans le respect des enfants, avec des techniques de communication qui permettent d'être à la fois ferme, positif et cohérent, et donc d'avoir une attitude qui permet d'amener le meilleur comportement possible de la part des enfants et donc une meilleure ambiance à la maison. D'accord. Et je suppose que l'accompagnement est forcément personnalisé en fonction des familles.
Alors exactement. Donc ça, c'est tout l'intérêt des séances de coaching individuel, où là, c'est les deux parents, quand c'est possible, hein, qui viennent. Mhm. Et c'est vraiment effectivement d'écouter ce qui se passe chez eux, et puis de leur donner des conseils qui vont être adaptés à leur situation et à leurs besoins. Sachant que, oui, toute situation est différente, même s'il y a des ressemblances d'une famille à l'autre, mais chaque parent est différent, chaque parent veut élever son enfant d'une certaine manière, et donc l'idée c'est de bien comprendre ça pour les accompagner de manière personnalisée puis pertinente par rapport à ce qu'ils recherchent. Je pense que c'est ça qui fait le succès justement de l'approche que je propose, c'est que c'est pas une approche standard qu'on applique pareil pour tout le monde, mais c'est vraiment adapté à des situations et puis à des valeurs aussi de parents, à des attentes de parents vis-à-vis de leurs enfants. D'accord, parce qu'après j'ai même vu donc sur ton site que dans l'équipe de coach, ce qu'il y a je trouve super, c'est que chaque coach parental a son petit plus, a sa petite spécialité. Par exemple, il y en a une qui va être plus spécifique pour les devoirs à la maison, une plus pour les familles recomposées. Et ça je suppose que c'est quelque chose que tu as dû travailler avec le temps pour encore plus comment dire, que la personnalisation soit plus pertinente, non? Oui, voilà. Et puis c'est aussi pour tout à fait. Puis c'est aussi pour montrer que dans le réseau, chaque coach peut accompagner globalement tous les parents, mais c'est vrai qu'elles sont un peu plus spécialisées sur certains sujets, et donc ça permet comme ça aux parents d'aller vers le ou la coach qui pourra peut-être le mieux répondre à ces attentes. En plus, maintenant, on est habitué avec le confinement à faire des téléconsultations, donc l'idée c'est de profiter de ça. Puis où que soit le coach en France, l'idée c'est de pouvoir contacter telle ou telle personne en fonction de sa situation, et puis d'avoir l'accompagnement le plus proche possible de ses préoccupations. D'accord, parce qu'avant le confinement, c'était des rendez-vous, c'était de l'accompagnement physique? Avant, oui, j'en faisais déjà avant le confinement, moi, en téléconsultation, parce que parfois, moi, je suis dans l'Ouest parisien, et j'avais des personnes qui étaient des expatriés, par exemple, des Français expatriés ou des personnes un peu partout en France. Et puis, avec le confinement, même les gens qui sont en région parisienne, du coup, sont passés en visio. Et c'est vrai que finalement, je trouve ça tout aussi efficace parce que on est avec les gens, l'échange se fait bien aussi. Enfin, c'est pas, je trouve pas qu'on perd en qualité. Euh, et en plus, ce qu'on gagne souvent, c'est en régularité et disponibilité, parce que finalement, maintenant, il y a moins de, entre guillemets, de mauvaises surprises où un des parents va dire, mais j'ai une réunion super importante qui m'est tombée dessus, ou j'ai un déplacement, ou j'ai un retard, etc. Je trouve que les gens arrivent mieux à gérer leur agenda, donc on arrive à faire des séances un peu plus régulières, et ce qui est tout à fait bénéfique, parce que moi j'envisage vraiment les coachings comme un projet. Et donc un projet, pour qu'il avance, c'est important de faire des points régulièrement, savoir où est-ce que les parents en sont, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc je leur dis, ah bah oui, mais ça n'a pas marché parce que vous voyez telle ou telle chose, vous n'êtes peut-être pas allé assez loin dans l'utilisation de telle ou telle technique. Donc je leur redonne des trucs pour qu'ils y arrivent bien. Et donc le fait que ce soit comme ça plus régulier, finalement, je trouve ça très très bénéfique. Donc voilà, c'est un petit peu comme dans tout, on essaye de prendre le positif de la situation et puis d'en faire profiter le coaching. Ok. Et alors du coup, je te propose qu'on parle un petit peu donc d'argent et de budget, parce que c'est la thématique que j'ai voulu joindre entre nos deux thématiques. Et bon voilà, comme je t'ai dit, hein, je suis tout jeune papa, donc forcément, moi, la parentalité, c'est quelque chose qui m'attend prochainement, et je suis vraiment avide de conseils et d'échanges avec toi sur ce sujet. Et je voulais savoir, dans un premier temps, si est-ce que le sujet de l'argent ou du budget, et c'était des thèmes qui étaient abordés en coaching parental régulièrement, de temps en temps, quelle part ça représentait un petit peu dans le coaching parental? Alors c'est une question qui est très intéressante, parce qu'en fait, c'est rarement une question qui arrive telle quelle. C'est-à-dire, j'ai pas un parent qui va me dire l'un de mes objectifs pour les séances de coaching, c'est d'arriver à gérer ou de sensibiliser mon enfant à la valeur de l'argent ou autre.
Mais en fait, c'est toujours en filigrane, c'est-à-dire que ça revient très vite dans des situations où le parent va vouloir démontrer à son enfant que le jouet qui vient d'abîmer coûtait super cher, ou bien Et le ça va se traduire par un certain comportement qui est pas forcément adéquat de la part du parent, par exemple? Alors, ça peut être ça, parce que finalement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours quand même cette notion de valeur de l'argent derrière, parce que c'est vrai que quand on est un parent, bah, on a son budget, et donc à un moment donné, bah, on va en parler de manière peut-être indirecte aux enfants, mais on en parle quand même. Et donc, c'est pour ça que j'étais vraiment contente d'aborder ce sujet avec toi, parce que je trouve que c'est important d'en prendre conscience et justement d'aider les parents à aborder peut-être d'une façon plus directe et puis un peu plus structurée cette question de l'argent. Parce que d'une manière ou d'une autre, les parents vont le faire, mais je trouve pas toujours effectivement de manière adéquate. Ça va être, comme je disais, un jouet cassé, donc on va parler d'argent, ou bien un enfant qui va abîmer son dernier beau blouson de ski ou je ne sais quoi, qui va et donc on va dire attends, mais tu peux pas abîmer un blouson qui est aussi cher. Ça va ressortir à des moments un peu en négatif. Ouais. Au lieu d'anticiper la chose et peut-être d'en parler, d'aborder le sujet de manière calme et posée, ça va arriver à un moment un peu tendu où justement on va lui faire comprendre, mais de manière, ouais, comme tu dis, négative, quoi. Oui, voilà. Alors que finalement, si je suis parent et que je veux transmettre, je veux sensibiliser mes enfants à la valeur de l'argent, ben c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Parce que c'est pas comme ça que je vais bien transmettre la valeur de l'argent. Parce que là, je suis dans un moment un peu de crise, où je suis Le agacée stress, moi-même parce que c'est vrai que le blouson est abîmé, où l'enfant il est embêté malgré tout, même si il revient pas en pleurant, et que, bon, il relativise le fait que son blouson soit un peu abîmé. Il est quand même un peu embêté. Donc finalement, on va commencer à parler d'argent à un moment où personne n'est dans un état un petit peu tranquille et serein. Et comme je dis toujours aux parents, ben c'est pas là qu'il faut parler des sujets parce que on est un peu dépassé par les émotions et finalement, on va pas forcément dire les choses comme il faudrait les dire. Et ensuite, il y a d'autres moments où ça peut ressortir aussi. C'est quand certains enfants ont parfois des demandes assez intempestives effectivement de cadeaux, de petits jouets, de bricoles, etc. Donc là, ça va ressortir cette question d'argent, même si à nouveau, hein, c'est pas le sujet qui va venir en premier dans les discussions. Euh, il arrive tôt ou tard, en fait. voilà, mais il arrive un peu par, je pense qu'on s'y attend pas, quoi, au détour d'un sujet. Et donc, c'est en ça que je trouve que c'est intéressant d'en faire un sujet un petit peu à part entière et de se poser un moment en tant que parent, de se dire, mais finalement, qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants sur ce sujet? Et justement, toi, avec l'expérience que tu as et les coachings que tu as pu faire, est-ce que tu penses ou tu pourrais conseiller une méthode ou des astuces pour parler d'argent à un enfant? Alors oui, alors moi ce que je peux conseiller quand les parents ont envie d'en parler, c'est par exemple de temps en temps de dire euh, alors sans rentrer, je pense alors il y a comme au préalable avant de donner des exemples, je trouve que c'est important de pas faire peser sur les épaules des enfants des questions d'argent ou des problèmes d'argent qu'on pourrait avoir. Ok. Parce que je trouve que les enfants, c'est des enfants. Il y a un peu, c'est un peu l'âge de l'innocence. Il faut aussi les laisser un peu dans leurs préoccupations à eux, qui sont le jeu, la légèreté, le fait de vouloir s'amuser, etc. Maintenant, je comprends aussi les parents qui, quand les enfants grandissent un peu, qui veulent quand même les sensibiliser à ce sujet. Ça peut être, par exemple, de dire des choix qu'on fait dans la vie par rapport à l'argent. Ça peut être de dire, bah oui, je vais au magasin bio, je vais chez le boucher, parce que je trouve que même si c'est plus cher, ça vaut la peine d'avoir de la nourriture de qualité. Vous voyez, toujours expliquer effectivement quels sont les choix qu'on peut faire par rapport à l'argent, sans dire ça vaut X ou c'est 10% plus cher qu'au supermarché. Enfin voilà, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais un peu expliquer les choix ou comment nous on utilise l'argent qu'on a par rapport à des choix de vie qu'on fait. Euh, Ça peut être aussi de dire des choix qu'on fait soi-même en disant ah oui ben moi j'ai décidé de pas m'acheter des vêtements de marque. J'aime bien m'acheter des jolis vêtements mais pas de marque parce que je trouve que finalement on paye ça cher pour pas grand chose. Donc je préfère m'acheter des jolies choses sans marque mais qui me coûteront moins cher. Donc ça va dans les deux sens, en fait. Tu peux leur, pour montrer l'exemple, tu dis bon,
moi je préfère mettre un peu plus d'argent là-dedans parce que je préfère mieux manger ou parce que c'est un truc qui me fait plus plaisir. Oui. Par contre, un truc sur lequel j'apporte moins de valeur, par exemple m'habiller en marque, je mets pas d'argent je mets moins d'argent parce que justement c'est pas quelque chose qui me passionne ou qui m'intéresse plus que ça d'avoir de la marque et je réattribue peut-être ces économies-là à quelque chose qui va me passionner ou un projet qu'on peut faire ensemble, par exemple. Oui, éventuellement, mais bon, c'est vrai que parfois, après, ça dépend un peu de si on est très serré sur son budget ou pas. Si on est très serré, effectivement, c'est de dire, je dois faire des choix. C'est de dire, par exemple, je vais effectivement limiter les achats de vêtements parce que je veux garder de l'argent pour les vacances. Et puis après, quand pour les parents qui sont moins limités financièrement et qui ont moins ce type d'arbitrage, ça peut être aussi de dire ils font des choix parce qu'ils font des choix de vie, comme finalement on en fait un peu tous les jours sans se le dire, mais on en fait. Et donc ça peut être intéressant de partager ça avec les enfants pour que eux après ils puissent aussi se positionner, parce que j'aime bien l'exemple des marques. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment bien les marques. Ça peut être intéressant qu'ils sachent quelle est la position de leurs parents là-dessus. Et puis après, de voir. Peut-être que par mimétisme, ils penseront la même chose. Éventuellement, ou alors ils penseront différemment, mais au moins ils se rendront compte qu'ils font un choix. Voilà, Ouais. un choix peut-être d'avoir moins de vêtements parce qu'ils vont prendre des marques. Et ça permet comme ça de prendre un peu de recul en disant finalement l'argent, l'argent qu'on a, qu'on en ait peu, qu'on en ait un peu plus, on va quand même le mettre en fonction de choix qu'on fait. Et j'aime bien qu'il y ait une sorte de réflexion un petit peu autour de ça. Alors, et c'est pour ça, je trouve que souvent, moi, les sujets qui reviennent quand même dans les discussions que j'ai avec les parents, ça va être les vêtements, les jouets aussi un peu, et puis tout ce qui est électronique. Maintenant, les téléphones, un iPhone plutôt qu'un Nokia, et donc pouvoir montrer aux enfants que il n'y a pas un budget illimité sur tout ça, qu'il y a des choix à faire. Je trouve que c'est bien aussi de leur montrer, petits ou ados, que derrière, il y a quand même de l'argent qui est gagné, qu'on n'a pas envie de dépenser comme ça sur un coup de tête. Mais justement, j'allais y venir. C'était une des questions que je voulais te poser, c'était comment faire pour éviter de céder aux caprices des enfants qui veulent des choses, par exemple, coûteuses, comme tu dis, le dernier iPhone, des vêtements de marque, et qui peuvent justement mettre en difficulté le budget familial. Comment on communique à ce sujet ? C'est une très bonne question, parce que c'est vrai que les enfants peuvent mettre une pression colossale sur leurs parents pour obtenir ce qu'ils veulent en objet, ce que j'appelle électronique, ça va être les téléphones, les marques, j'imagine. Je repense à quand j'étais adolescent, j'étais comme ça avec mes parents, donc je vois très bien de quoi tu veux parler. Et en fait, c'est très dur pour les parents de résister, parce que, et c'est l'argument des enfants ils sont malins, les enfants, ils trouvent très vite, c'est ouais, mais mes copains, ils ont ça, mes copines, ils ont ça, donc moi, je me sens exclue si je l'ai pas. On a envie qu'ils appartiennent à un groupe, quoi, et on n'a pas envie qu'ils soient rejetés du groupe, donc au final, on dépense un truc qui nous paraît inutile ou un peu abusé pour justement éviter qu'ils se sentent rejetés, quoi. Exactement. Et c'est vrai que c'est un bon argument, parce que forcément, tout parent a envie que son enfant socialise, se fasse des copains et qu'il ne soit pas exclu. Donc, c'est forcément un argument qui a tendance à porter. Alors, toutefois, moi, ce que je dis aux parents, c'est que vos enfants, ils auront toujours un copain qui a mieux, ou une copine qui a mieux. Donc, en fait, c'est nos limites une fois qu'on rentre dans ce sujet. Et donc, c'est à vous de vous dire, qu'est-ce que moi, je peux acheter à mon enfant, et qu'est-ce qui correspond aussi à ce que je souhaite faire. Je peux dire aussi que peut-être que je ne peux pas acheter d'iPhone à mon enfant. Donc, ok. Donc, de toute façon, ça, on peut lui dire dès le départ. Voilà, on a envie de t'acheter un téléphone. Maintenant, compte tenu du budget qu'on va y consacrer, voilà à peu près quelle gamme de téléphone tu peux avoir. Donc, ça, on le prévient d'avance. Et puis, même si on peut se permettre d'acheter un iPhone à son enfant, peut-être qu'on n'a pas envie. Peut-être qu'on dit, non, moi, à 12 ans, 13 ans, même 15 ans, je n'ai pas envie de lui donner un objet qui a autant de valeur, parce que je trouve que c'est disproportionné par rapport à l'utilisation qu'il ou elle en a, et que j'ai envie que mon enfant se contente de quelque chose de plus simple, qui marchera bien pour téléphoner, pour faire un peu de jeu et communiquer avec ses amis. Mais là, c'est plus une question un petit peu de comment je me positionne par rapport à ce... C'est peut-être aussi un peu un positionnement social, non ? De montrer qu'on a un objet de valeur auprès des copains ?
Alors exactement, et ça c'est aussi, ça fait partie aussi des choses que les parents ont en tête en se disant, ben, si mon enfant a un beau téléphone, ben, ça montrera effectivement que sa famille peut lui offrir ça, et donc quelque part ça l'aidera lui à se valoriser au sein de son groupe, ou à être pareil que les autres jeunes du groupe, effectivement. Et donc c'est vrai que c'est pas évident parce que ça demande une vraie réflexion de la part des parents sur un, qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre, et deux, qu'est-ce que une fois qu'ils ont défini ça, qu'est-ce qu'ils sont prêts à donner à leur enfant. Au-delà des considérations qu'on vient d'avoir, moi il y a quand même quelque chose sur lequel je veux vraiment mettre en garde les parents, c'est de dire peut-être qu'à un moment vous vous dites c'est bien pour lui d'avoir le dernier iPhone parce que il sera comme plusieurs de ses amis, enfin il ou elle, hein, quand je dis il, ça peut être une fille. Ça l'aidera à s'intégrer dans son groupe d'amis, etc. Ça peut être le positionnement d'un parent, pardon. Mais le problème, c'est quand il arrive quelque chose à ce téléphone. Quand il est abîmé, rayé, quand il tombe dans les toilettes parce que l'enfant l'avait laissé dans la poche de son pantalon. Enfin, et là, du coup, les parents, ils sont furieux, ce qu'on peut comprendre. Ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Et c'est là où je dis aux parents, pensez d'abord, votre enfant, enfin, ce serait dommage de devoir l'engueuler à cause de ça. Parce que il y a des chances que ça arrive. Ça reste un enfant, ça reste un ado qui sera plus distrait que nous, qui sera peut-être un peu moins soigneux qu'un adulte. Et donc, on ne peut pas attendre de la part d'un enfant le même comportement qu'un adulte. Et donc, c'est pas une façon de le responsabiliser, de lui donner trop, justement, de responsabilité. Et c'est pour ça que je dis, pensez à tout ça avant de donner quelque chose à votre enfant. Dites-vous, c'est possible que dans les 3 mois qui viennent, ce téléphone, il soit tombé, qu'il soit cassé, qu'il tombe dans les toilettes, et qu'il soit perdu. Voilà. Et donc, du coup, repensez à ce que vous êtes prêt à faire, et dites-vous, est-ce que je suis prêt à accepter ça, en fait? Si vous êtes prêt à la rigueur et que vous êtes décidé, ok, mais ne venez pas l'engueuler derrière. Parce qu'on ne peut pas demander à un enfant des choses qui sont au-delà de ses capacités. Alors bien sûr, on peut dire si c'est un enfant qui est très soigneux d'habitude, où on sait qu'il perd jamais ses affaires, on prendra peu de risques. Hein. Mais maintenant, si un enfant où on sait qu'il est distrait, il range jamais ses affaires, il perd déjà la moitié de ses crayons de sa trousse, etc., vous embarquez pas là-dedans. C'est vous qui allez... Là, c'est clair, on s'est tiré une balle dans le pied, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que je dis, pensez à tout ça avant de donner des choses. Ne donnez pas des choses trop chères, vous attendez un comportement un peu exemplaire de votre enfant derrière. Ça reste un enfant, un ado, un peu, voilà, qui peut oublier, perdre, abîmer ses affaires. Et donc, mieux vaut donner quelque chose, on se dit, qu'il le perde, qu'il ou pas, voilà, ce sera comme ça, moi je suis prête, quelque part, c'est de l'argent sur lequel j'ai mis, voilà, j'ai tiré un trait dessus. Et du coup, les parents, ils ont à ce moment-là une attitude un peu différente. Ils se disent, finalement, ok, jusqu'à X euros, il en fera ce qu'il veut, et puis voilà, enfin, il en fera ce qu'il veut. J'espère qu'il va le garder le plus longtemps possible, mais s'il arrive quelque chose, tant pis. Et là, c'est se mettre à la hauteur des capacités de l'enfant. Moi, je trouve que très souvent, les parents ont des attentes qui sont beaucoup trop élevées par rapport à leurs enfants. Enfin, ils vont attendre qu'ils soient déjà comme eux, quoi, qu'ils aient la même maturité, le même comportement, ouais, la même attention. Et le pire dans tout ça, c'est que les parents, ils vont bien dire, ils vont essayer de se prémunir de ce que je dis là, hein, en disant, mais je vais être très clair avec mon enfant dès le départ. Mais vous pouvez être super clair. Vous pouvez toujours dire à un enfant, oui, alors, il faudra que tu en fasses attention. Tu promets que tu l'oublieras pas. Tu promets. L'enfant, s'il est sur le point d'avoir un iPhone, il va dire oui à tout, hein, ça c'est clair. Oui, c'est sûr. Pas de souci. Je serai super sage, je ferai ci, je ferai ça, je débarrasserai en plus le lave-vaisselle tous les jours. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Mais alors le jour où il va falloir passer à l'action, ça va être un peu plus dur. Donc voilà, donc ça, je trouve que c'est finalement prendre les choses un petit peu à l'envers. Il vaut mieux offrir quelque chose, donner des choses avec lesquelles on est assez à l'aise. Avoir des attentes, certes, préparer l'enfant, mais pas au-delà de ce qu'on pense qu'il est capable de faire. Et aussi, arriver à se mettre en tête que si on lui offre quelque chose, arriver à se mettre en tête qu'il y a une probabilité que l'objet en question puisse se casser, se perdre, et du coup, se préparer à ça, quoi. Oui, exactement. Oui, parce que ça reste des enfants. Tout simplement.
Et après, il y avait un autre sujet que je voulais aborder avec toi. Alors, je sais pas si c'est quelque chose que tu abordes en coaching parental. C'est la question de l'argent de poche. Je Mmh. sais pas si c'est toi quelque chose que tu recommandes, si c'est des choses qui posent problème dans le coaching. Euh, Comment toi tu vois la chose? Si tu es d'accord avec ça, de quelle façon tu le recommanderais? Alors l'argent de poche, je trouve que c'est une très bonne idée, heu, à plusieurs titres. Déjà, ça permet, d'habituer l'enfant à avoir une certaine somme d'argent qu'il va gérer. Donc, il va se rendre compte justement un peu de, qu'est-ce que ça veut dire si par exemple un enfant il a à peu près, je sais pas moi 10 ans, s'il a à peu près, je sais pas 5 € par semaine ou, peu importe le montant, enfin bien sûr des montants, des petits montants, et ben il va se rendre compte de ce qu'il peut acheter, du fait que, bah, si par exemple il attend 2 semaines, il s'achète quelque chose, par exemple, je sais pas, quelques cartes Pokémon, bah du coup, bah, après il pourra rien s'acheter d'autre avant d'avoir à nouveau passé quelques semaines. Il va se rendre compte aussi que si bah, il veut un plus gros paquet de cartes Pokémon parce que dedans il y a la super qui est je sais pas niveau 2, niveau 3, et ben il faudra qu'il économise plus longtemps. Donc ça permet de s'habituer à Ça peut être une première éducation financière, en fait, à montrer comment gérer son budget, son argent, tout simplement. et puis d'apprendre à gérer l'envie de dépenser parce qu'on a de l'argent et du coup d'aller tout de suite s'acheter des petites bricoles, des balles rebondissantes dès qu'on a 2-3 € et des Scooby-Doo, ou bien d'attendre pour avoir quelque chose d'un peu plus gros. Et donc je trouve ça intéressant pour les enfants. Ensuite, moi ce que je conseille aussi aux parents, c'est qu'ils peuvent soit donner de l'argent comme ça chaque semaine. Par contre, alors il y a deux choses. Soit ils donnent chaque semaine, quoi qu'il arrive, soit ils peuvent donner en fonction du comportement de l'enfant. Mais s'ils donnent en fonction du comportement de l'enfant, c'est pas ah t'as vraiment été horrible cette semaine, je te donne rien. C'est l'inverse, c'est de dire on va faire gagner un peu d'argent de poche à l'enfant s'il a réussi, par exemple, à se mettre à faire ses devoirs tous les soirs après le goûter, ou il allait se mettre au bureau, à son bureau pour travailler sans problème, par exemple. Mais l'idée, c'est pas d'être trop dans le général en disant ah, t'as fait une crise cette semaine, je te donne pas d'argent de poche. Il vaut mieux essayer d'être positif en disant bah, tu auras de l'argent de poche si ça se passe de telle et telle manière, en étant assez précis. Ça peut motiver l'enfant, justement. L'idée, c'est de le motiver aussi pour gagner un petit peu d'argent de poche. Ensuite, ça c'est valable que si les grands-parents ou les oncles et tantes donnent pas des sommes importantes d'argent chaque Noël et chaque anniversaire. Parce que si on donne 2-3 € par semaine et qu'à côté de ça, l'anniversaire, ils ont 500 €, ça va. Ouais, ça décrédibilise un peu, ouais. Donc, du coup, si on veut sensibiliser les enfants un peu à la valeur de l'argent, je trouve ça bien qu'ils restent sur des sommes raisonnables par rapport à leur âge. Et tu as un âge minimum que tu recommanderais pour débuter ça ou pas forcément? Enfin, C'est clair que c'est pas tout petit, quoi. Jusqu'en primaire, c'est pas avant le primaire, c'est pas la peine. Et puis à partir du collège peut-être? primaire, quand ça commence à avoir un peu quand on sent qu'il y a de l'intérêt de la part de l'enfant. Euh, D'accord, ouais. voilà. Bon, après, je pense que les parents, ça, ils le sentent, hein, quand l'enfant Ouais, ça doit est ça doit se intéressé par l'argent, enfin intéressé dans le sens positif, hein, mais où il commence à vouloir s'acheter des petites choses, et ben plutôt que d'aller lui acheter ou de lui refuser, on peut lui dire, ben voilà, maintenant tu peux gagner un petit peu d'argent de poche chaque semaine, et comme ça, ben, ça te permettra d'aller t'acheter les petites bricoles que tu veux, les billes pour jouer dans la cour, je sais pas, les autocollants dont il a envie, les smileys, les machins, enfin voilà, les autocollants smiley, enfin ce qui intéresse l'enfant, ça lui permet comme ça de le sensibiliser à ça. OK, ouais, très intéressant ta vision des choses. Je retiens. Merci. Et j'espère que ça pourrait aider les auditeurs qui nous écoutent. Et ensuite, il y avait un autre sujet aussi, dont on avait parlé quand on préparait l'épisode qui je trouvais assez intéressant, et c'était concernant le fait, enfin, pour les parents qui avaient plusieurs enfants, il y avait le fait souvent de recycler, en fait, les objets ou vêtements des aînés, pour les plus petits. Et j'avais cru comprendre que certaines fois, ça pouvait être un peu mal vécu par du coup le deuxième ou le troisième enfant. Ça, comment tu abordes ce sujet-là au niveau du coaching? Enfin, est-ce que c'est un problème qui revient souvent? Et si oui, comment en parler et comment faire accepter ça aux enfants? Oui, alors c'est une bonne question aussi parce qu'effectivement derrière
il y a des considérations financières, mais il y a aussi et de plus en plus des considérations environnementales parce que on a envie que les vêtements servent et plutôt jusqu'à l'usure, plutôt que de racheter tout le temps des vêtements neufs. Maintenant, c'est sûr que pour le premier enfant, c'est toujours plus facile que pour les suivants qui vont se Ouais, récupérer le pantalon un c'est sûr. petit peu abîmé. Voilà. Alors déjà, il y a plusieurs conseils. Déjà, la première chose, c'est quand même quand les vêtements sont trop abîmés, c'est de les proposer à l'enfant, mais pas de l'imposer. Parce que finalement, moi j'ai déjà vu des enfants où ça leur est égal, ils disent oui, un jean avec un trou un peu au genou, à la rigueur un petit empiècement recousu par la grand-mère ou par un des parents, ça va lui aller. Mais on peut le proposer plutôt que de l'imposer. Après, il y a quand même pas mal de vêtements qui arrivent quand même relativement OK parce qu'ils n'ont pas été portés tant que ça. Souvent, les enfants, ils ont quand même pas mal de vêtements. Et donc là, peut se poser la question de imposer, de dire, c'est comme ça, voilà, il y a 3-4 jeans et pantalons là qui sont encore en très bon état. Donc voilà, on souhaite que tu les utilises. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un petit plus pour aider l'enfant, et ça peut être de dire, par exemple, que certes, il va récupérer jeans, pulls, etc., mais on va quand même aller acheter en plus peut-être un t-shirt ou quelque chose un peu pour égayer la tenue. Ouais, pour qu'il se démarque un petit peu de son frère aussi, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, pour qu'il ait aussi, voilà, donc plutôt le t-shirt parce que finalement c'est souvent plus visible. Un pantalon, ça reste un pantalon, hein, qu'il soit bleu, noir, gris, même rouge. Enfin voilà, ça reste assez standard maintenant. En revanche, un t-shirt ou un sweatshirt un peu sympa, ça peut permettre à l'enfant au deuxième ou au troisième d'avoir un peu sa marque, hein, enfin sa marque, un peu son goût, et puis en même temps de dire voilà, pour te remercier d'avoir bien pris les vêtements, on va t'acheter en plus, même si on n'a pas forcément besoin stricto sensu, on va quand même aller t'acheter quelque chose pour toi. Et en plus, c'est un petit moment à passer justement avec l'enfant, on va faire les courses avec lui, ou en ce moment, on va regarder sur Internet avec lui, et puis on va choisir, puis on va prendre du coup vraiment ce qui lui fait plaisir. Donc ça, je trouve que c'est une façon de transmettre. Après, il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire malgré tout, hein, un peu dans l'économie circulaire qui se développe aujourd'hui, c'est d'acheter aussi pour l'aîné des choses d'occasion. Il n'y a pas que parce que finalement, on trouve quand même pas mal de choses. On peut aller dans des friperies, on peut faire des brocantes, on peut prendre des trucs des cousins cousines, si on a de la famille ou d'amis. Moi, je sais que même à l'école, je me souviens de parents qui me proposaient. J'ai dit bah oui, bien sûr. Enfin voilà, c'est pas au contraire, c'était même souvent des jolies petites choses, pas trop usées parce qu'ils ne nous ramènent pas non plus les horreurs. Donc parce que s'ils ils proposent, moi ça m'est arrivé aussi de proposer à des parents quand je voyais des choses trop petites sur des beaux articles, pas forcément effectivement le petit jean tout simple, mais voilà, je trouve que favoriser un peu ces échanges ou même ces dons de vêtements, je trouve que c'est bien, et que pour les parents comme pour les enfants d'ailleurs. Et ça montre un petit peu l'exemple, et ça devient du coup plus normal aussi pour les enfants qui arrivent en deuxième, troisième, quatrième position. Et je trouve que c'est une façon aussi de montrer aux enfants que c'est quelque chose qu'on vit un peu plus largement que sur juste le recyclage des vêtements de l'aîné, quoi. Que finalement, il n'y a pas de raison de se focaliser que là-dessus si on est convaincu que c'est important de le faire. Une autre question, alors c'est une question un peu différente de celle que je te posais, t'es pas obligé de répondre, hein. C'est plus une question plus générale d'épargne. Est-ce que tu aurais quelque chose à recommander sur un support d'épargne à faire pour un compte pour un enfant? Tu sais, il y a beaucoup de parents qui, dès la naissance de l'enfant, souhaitent apporter régulièrement une petite somme pour qu'ils se constituent un petit capital pour soit pour leurs études, soit pour avoir un premier apport pour l'immobilier. Est-ce que toi, d'expérience, tu aurais quelque chose à recommander ou Ouais, c'est une bonne question. En fait, je trouve que c'est une très bonne idée d'ouvrir un compte à un enfant. Alors, pas de lui en parler trop tôt, hein, ça sert à rien. Ouais, ça oui, je pense, ouais. Avant 18 ans, mais enfin bon, il n'y a pas besoin de lui en parler beaucoup avant, pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, parce que comme tu le dis, ça permet d'avoir un petit peu d'argent peut-être pour ses études, ou qu'il aura des dépenses un peu plus importantes, plus grandes. Ou peut-être une voiture aussi, enfin pour l'aider à se lancer dans sa vie, quoi, tout simplement. Ensuite, ça permet aussi, justement, j'en parlais tout à l'heure, quand on a un grand-parent, quand on a un membre de la famille qui va donner beaucoup d'argent, plutôt que de le laisser à l'enfant, de dire à la personne en question, écoute, est-ce que tu peux lui donner, je sais pas moi, 50 € sur les 300 que tu veux donner, et le reste, je vais le mettre sur son compte. Et comme ça, voilà, c'est bien identifié comme de l'argent qui va à l'enfant,
mais c'est pas de l'argent dont qu'il va pouvoir utiliser tout de suite, hein. Et je trouve que ça, c'est une bonne façon de faire. Ensuite, en termes de type de support, alors le plus simple, c'est toujours. Alors, je suis pas spécialiste, mais de ce que j'ai vu, ce que je peux faire aussi, il y a des comptes courants parce que c'est plus facile pour verser, etc. De l'argent de la part de personnes, même d'oncles et tantes qui peuvent donner ou des grands-parents qui peuvent donner l'argent un peu à tous les anniversaires, etc. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des comptes, je crois, pour enfants qui étaient mieux que pour les livrets A et tout, qui maintenant rapportent plus rien du tout. Je crois qu'ils rapportent un petit peu plus, donc ça, faut voir auprès des banques. Mais je sais qu'ils proposent des taux qui sont pas très élevés, hein, mais peut-être un petit chouïa au-dessus du livret A. Et puis très rapidement, s'il y a assez d'argent, parce qu'il faut quand même pouvoir l'alimenter, c'est d'ouvrir effectivement un PEL pour que l'enfant puisse avoir un PEL daté assez ancien qui lui permettra le jour où il faudra investir, Ouais, d'avoir un petit apport pour l'immobilier. bénéficier de taux plus intéressants. Mais là, alors tu dois être meilleur que moi là-dessus, mais il me semble que c'est 45 € par mois quand même, donc il faut quand même les trouver. Ouais. Bah, t'as un minimum, je crois, à verser pendant un certain nombre d'années, je crois 4 ans de mémoire. Et après, t'es plus obligé, je crois. Enfin, t'as certaines conditions à respecter, mais en effet, il faut faire un virement mensuel quand même, je crois, d'une 50aine d'euros, en effet. Ouais. Ouais, il me semble, ouais, voilà. Donc du coup, ça peut être intéressant si on a effectivement quand même, soit on est prêt à le faire pour l'enfant en disant bah, c'est de l'argent qui lui servira plus tard, soit effectivement du fait des cadeaux qu'il reçoit, Bon, après, faut déjà avoir de la famille assez généreuse pour en arriver là. Ouais, aussi. C'est clair. Ok. Du coup, on arrive pas loin de la fin de l'interview. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton site et du projet de Calmer Parenting, nous dire un petit peu les services que tu proposes, peut-être nous parler aussi un peu de tes livres, nous parler un petit peu de mode fonctionnement, des prix, tout ça, enfin que tu nous parles un petit peu des services de ton site. Oui, bien sûr. Alors du coup, moi, ce que je propose, donc, c'est de l'accompagnement individuel. Donc, je coach les parents. Mon coaching se passe. Alors, j'ai un peu entre guillemets deux formules. Il y a la formule que j'appelle Express, qui est très souple, qui en fait s'appuie sur du e-learning, hein, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de techniques de parentalité qui sont une formation en ligne, et donc que les parents peuvent suivre à leur rythme dessus. Il y a des vidéos, des lectures, des exercices. Et dans cette formule express, il y a aussi des séances de coaching de 45 minutes. Il y en a 6. Et l'avantage en fait de cette formule, c'est que ça permet aux parents de découvrir les techniques. Donc du coup, c'est pas en séance qu'on va les découvrir, ils les découvrent de leur côté. En revanche, en séance, on va vraiment être sur la personnalisation, comment les utiliser, dans quelle situation. Mais ils l'auront déjà fait avant la séance, donc ça permet comme ça d'avancer assez vite. Donc ça va quand, disons, il y a des petit peu pour les soucis, je dirais un peu du quotidien, mais il n'y a pas forcément, je dirais pas que c'est la formule adaptée si on a des gros soucis avec un ado ou même un jeune enfant qui est vraiment très impulsif, très très intense, très sensible. Ça peut être un petit peu, il vaut mieux prendre l'autre formule, qui est une formule où c'est du 100% vraiment de l'accompagnement avec moi. Donc c'est des séances d'1 heure et demie. Qui permettent vraiment moi je pose des questions, on regarde ensemble comment ça se passe, etc. Je vais les aider à mieux comprendre leur enfant, son fonctionnement, et je vais leur parler aussi bien sûr des techniques et les aider à les utiliser au quotidien. Et la différence entre ces deux formules, c'est le tarif, hein, au bout du compte, hein, forcément, puisqu'il y a plus ou moins de temps qui est passé avec. Ouais, forcément, ouais. Il faut compter à peu près 450 € sur la formule express, et puis sur l'accompagnement individuel, c'est 140 € la première séance, puisqu'il y a tout un dossier à remplir, il y a pas mal de travail préparatoire pour moi, et c'est suivi ensuite de séances aussi d'1 heure et demie qui sont à 100 €. Voilà. Après, de toute façon, l'intérêt de ces séances, hein, c'est que au départ, les parents vont fixer leurs objectifs. Enfin, moi, je vais les aider, hein, les accompagner, mais l'idée, c'est de dire qu'est-ce que vous voulez changer, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez que les choses se passent à l'issue des séances de coaching, en fait, avec votre enfant ou vos enfants. Et donc là, ils vont se projeter, ils vont dire ah bah oui, voilà, nous ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait moins de disputes, c'est que les repas soient plus apaisés, c'est que les enfants se couchent sans se relever 10 fois le soir. Enfin voilà, ils vont définir tout
tout ça. Et donc après, on va travailler par rapport à ces objectifs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment d'une séance à l'autre, on avance et on progresse par rapport à ces objectifs. D'accord, ouais. Ouais, c'est super intéressant ce que tu proposes, parce qu'au final, je me rends compte que en termes de coaching, alors on est sur un sujet quand même différent entre la parentalité et le budget. Et moi, je pars du même principe en fait, dans le sens où d'abord on fixe un objectif à atteindre, et enfin voilà, on a vraiment un cap à tenir. Et l'objectif, c'est que voilà, entre les séances, on voit comment on avance par rapport à ce qui est conseillé et ce qu'on a mis en place, quoi. Donc exactement. Et puis l'idée, et c'est ça que moi j'arrive à faire, et puis aussi les coachs de mon réseau que j'ai formés, c'est qu'il y ait toujours du progrès. Quoi qu'il en soit, les parents voient d'une séance sur l'autre qu'il y a des progrès. C'est pas d'une séance sur l'autre que tout va être transformé, parce que forcément c'est dans la durée. Si c'était aussi facile que ça, les parents le feraient déjà. En revanche, d'une séance sur l'autre, ils voient vraiment comment il y a des moments qui se passent vraiment beaucoup mieux. Là, je vois, je sais pas, par exemple, là, j'accompagne des parents, et puis ils me disaient qu'ils devaient donner tout le temps à manger à leur petite qui a 5 ans, et que depuis on a commencé le coaching il y a quelques séances, donc il y a quelques semaines, et dès la 2e séance, la petite, elle prenait les 3/4 de son repas toute seule. Donc voilà, donc c'est vraiment des résultats toujours très concrets, et puis elle a encore progressé depuis. Et donc ça peut être aussi des enfants qui veulent pas se coucher le soir, comment faire justement pour arriver le soir, ils soient plus apaisés, ils arrivent à s'endormir beaucoup plus vite. Ça peut être des familles d'enfants un peu plus grands, là récemment j'avais une famille qui trouvait que le week-end avec leurs ados, finalement ils les voyaient pas, les ados étaient un peu tout le temps sur leurs écrans ou sur leurs activités, ils passaient pas de temps ensemble, et donc leur objectif c'était d'avoir un moment ensemble chaque week-end. Et donc, on a réussi à mettre ça en place. Et donc, c'est vraiment sur des choses très, très concrètes et très précises qu'on avance. Bien sûr, après, il y a des bénéfices qui sont pas toujours attendus. C'est marrant, là, j'avais encore récemment un papa qui me disait que depuis le début des séances de coaching, il s'énervait beaucoup moins et qu'il trouvait ça super, parce que finalement, il se rendait bien compte que c'était pas ça qu'il fallait faire, et que là, il y arrivait. Un autre papa qui me disait que son enfant, pour la première fois, c'est un enfant qui est encore en maternelle, lui avait raconté des choses qui s'étaient passées à l'école alors qu'il n'en parlait jamais avant. Et donc, en fait, c'est un peu des bénéfices à côté aussi par rapport imprévus, quoi, des bonnes surprises, en fait. C'est des bonnes surprises. Oui, mais c'est des bonnes surprises parce qu'en fait, à partir du moment où on résout les problèmes, ça apaise les enfants, ça apaise les parents, et donc le dialogue est beaucoup plus facile. Et donc finalement, c'est ça qui rend après la vie de famille beaucoup plus agréable, c'est que non seulement ils ont progressé sur ce qu'ils avaient identifié au départ, mais ils se rendent compte qu'il y a aussi d'autres bénéfices à côté. Donc, voilà, moi je trouve que c'est toujours, moi j'adore accompagner les parents, parce que je trouve que je suis tellement contente pour à la fois les parents et les enfants, d'arriver à les amener vers des zones plus confortables pour tout le monde. Ouais, je te rejoins à 100%. C'est ce plaisir-là de te sentir que tu aides les gens, c'est toujours tellement gratifiant, quoi. Tu sens que tu es vraiment utile, en fait, et je comprends cette sensation. Et après, ce que je fais aussi, c'est que je fais beaucoup d'accompagnement, comme tu le disais au début, en entreprise. Donc là, ça se fait sous forme de conférences. Alors en ce moment, plutôt de webinars, où tout se fait à distance. Donc il peut y avoir plusieurs centaines de personnes sur des sujets de conciliation entre carrière et vie de famille. Et puis aussi sur des sujets de parentalité, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui se rendent compte que les collaborateurs sont tellement investis dans leur travail qu'ils n'ont pas toujours le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer leur vie de famille, et pourtant ça fait partie de leur bien-être au quotidien, et donc qui offrent aussi des conférences sur vraiment de parentalité, sur des sujets comme justement gérer les écrans avec les enfants, ça peut être comment avoir des enfants qui nous écoutent mieux, ça peut être comment faciliter le temps des devoirs, tous ces sujets qui sont des sujets récurrents dans beaucoup de familles. Ouais, et qui concerne beaucoup. Donc ça, je fais beaucoup de choses avec des clients très variés dans le domaine de la banque, du luxe, de l'assurance, de l'énergie. Enfin voilà, finalement tout le monde est concerné pareil. Donc j'interviens dans beaucoup de domaines. Ok, écoute, on arrive à la fin de l'interview. Je vais juste te poser 2 petites questions que je pose à tous mes invités.
La première, c'est toi, personnellement, comment tu gères tes finances personnelles ou ton budget, enfin, familial ou personnel? Est-ce que tu as une méthode ou, enfin, comment tu gères tes finances? Et ben, moi, ce que je fais beaucoup, alors je suis en couple, hein, avec mon mari. En fait, je fais tout enfin, on fait tout ensemble. En fait, on en parle et on se garde des petits moments pour discuter justement euh, de comment on gère notre argent, là où on veut, voilà, comment on voit les choses. On est vraiment beaucoup dans le partage. Et ça rejoint aussi pour moi un peu l'éducation des enfants, parce que c'est pareil aussi sur l'éducation des enfants. Je pense que quand on est en couple, alors tout le monde ne l'est pas, mais quand on est en couple, je trouve que c'est important d'avoir une vision partagée de justement de cette vie commune, que ce soit sur le plan financier comme sur le plan de l'éducation des enfants. Et moi, ce que je fais et ce que je recommande du coup, c'est de faire des points réguliers quand on est en couple avec son conjoint ou sa conjointe. Et ça peut être sur des sujets financiers, sur des sujets divers et variés, hein, d'organisation, de vie de famille, etc. Mais vraiment de se poser et pas seulement d'en discuter entre deux au moment du repas, ou vraiment de gérer un peu Prendre le temps, quoi. au Prendre sens le temps d'en large, parler. un peu comme un projet, quoi. C'est-à-dire qu'on se pose, on Ouais. prend des notes, même si on peut pas le faire tous les jours, tous les quelques jours, voilà. On garde pas très longtemps, hein, on n'a pas non plus un temps extensible entre le boulot, les enfants, tout ce qu'il y a à faire au quotidien, mais 15 minutes qu'on se garde pour parler de ces sujets. Et et la dernière question la deuxième question que je voulais te poser, c'est me dire quel est le livre qui t'a marqué ou que tu souhaites recommander. Alors, à part les tiens, même si tu peux en parler aussi. Alors, moi, j'aime beaucoup les livres, euh, même si je suis assez sélective quand même dans mes lectures. Moi, ce que j'aime bien, c'est les livres qui vont vraiment m'apporter quelque chose et où je vois dès le départ où ils veulent en venir. Enfin, voilà. Donc, j'espère proposer ça d'ailleurs dans mes livres. En général, c'est ce que je lis sur Amazon ou la Fnac, en me disant voilà, on arrive à voir ce qu'on y trouve, on lit jusqu'au bout parce que il y a un fil directeur. Donc ça, moi, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien donc les livres de développement personnel. Et un livre que j'ai bien aimé récemment, c'était, alors je me souviens plus du titre exact, mais c'est sur les personnalités toxiques, qui a été écrit par Christophe André. Parce que je trouve que ça offre, ce que j'aime bien, c'est quand ça offre un éclairage un petit peu justement sur les personnalités, les comportements. Parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'étude des comportements. Puisque justement, dans mon métier, l'idée, c'est de décrypter les comportements d'enfants et les comportements de parents et de voir comment l'interaction des deux, soit donne quelque chose de paisible, soit est un peu explosif. Et donc, tout ce qui va dans le sens de mieux comprendre justement et de mieux décrypter les comportements m'intéresse. Donc voilà, c'est le livre que je peux mentionner. Après, sur un plan plus personnel, le soir, c'est pas ce que je lis hein, quand même. C'est plutôt des romans policiers, des Fred Vargas ou autres. Ok, d'accord. C'est vrai que la question était plus tournée non-fiction, quoi. Plus, oui, donc tu as bien répondu. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup Anne en tout cas pour le temps que tu m'as accordé et pour ces éléments précieux que tu nous as partagés sur ce podcast. J'espère vraiment que ça pourra aider les auditeurs qui nous écoutent, qui sont parents. Et donc voilà, vous pouvez la retrouver donc sur son site internet Calmer Parenting. Alors je sais pas si tu as d'autres endroits que sur le site où on peut trouver. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook je crois tu es aussi? Oui, tout à fait. Donc mon site c'est calmerparenting.fr parce qu'en fait c'est international Calmer Parenting, donc il y a aussi un .com et .uk.co. Et ensuite sur les réseaux sociaux, effectivement, j'ai donc une page Facebook qui s'appelle Calmer Parenting. Après, vous pouvez me trouver aussi sur LinkedIn et Twitter. Voilà. Et puis depuis mon site, vous pouvez, toute personne peut me contacter, peut même prendre des petits rendez-vous d'un quart d'heure, pour poser des questions, que ce soit pour initier une démarche avec moi ou pour échanger. Donc, si d'ailleurs des auditeurs réagissent à ce que j'ai dit, moi j'aurais toujours plaisir à entendre leurs réactions et puis à prendre en compte peut-être des points de vue différents ou des nouvelles idées. Ok, super. Bon, écoute, merci beaucoup Anne en tout cas, encore une fois. Et puis voilà, vous avez toutes les infos pour la retrouver. Et puis en espérant que des gens puissent aussi te contacter sur leurs besoins de coaching en parentalité. Merci beaucoup Thomas. Ouais, merci Anne, merci. À bientôt. Au revoir. Donc voilà, le podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout.
J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre de nouvelles choses dans cet épisode. Je vous invite à partager, commenter et noter ce podcast. J'offrirai un petit cadeau à ceux qui prendront le temps de le faire. Vous aurez le choix entre un rendez-vous de coaching budgétaire gratuit ou encore un money-book 5 astuces pour un budget zen. Vous aurez juste à m'écrire à contact@monbudgetzen.com et me le demander. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe privé Facebook Gestion budgétaire zen et entraide. Et si vous le souhaitez, téléchargez mon tableau de gestion budgétaire sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.